Imaginez un instant. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre esprit s'envoler loin, très loin de cette pièce, loin de cette ville, loin de ce continent, loin de cette planète. Imaginez que vous êtes suspendu dans le vide de l'espace, entouré par un silence absolu, un silence si profond qu'il semble avoir un poids, une texture, une présence. Autour de vous, dans toutes les directions, s'étend l'infini. Des milliards et des milliards d'étoiles scintillent comme des diamants jetés sur un drap de velours noir. Certaines sont proches, brillantes, presque aveuglantes. D'autres sont si lointaines qu'elles ne sont que de minuscules points lumineux, des murmures de lumière qui ont voyagé pendant des milliers, des millions, parfois des milliards d'années pour arriver jusqu'à vos yeux. Et quelque part, dans cette immensité, quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Quelque chose que l'humanité n'avait jamais vu auparavant. Quelque chose que le télescope le plus puissant jamais construit par des mains humaines vient de capturer pour la toute première fois. La naissance d'une étoile. Non, pas seulement une étoile. La naissance d'un système stellaire tout entier. Des planètes, des lunes, des astéroïdes, des comètes, tout un monde en devenir, capturé dans ses premiers instants de vie par l'œil doré du James Webb Space Telescope. Mais avant de plonger dans cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous poser quelques questions. Des questions qui vont peut-être changer la façon dont vous regardez le ciel nocturne pour toujours. Saviez-vous que chaque atome de votre corps, chaque molécule qui compose vos os, votre sang, votre peau, vos yeux, a été forgée à l'intérieur d'une étoile qui a vécu et qui est morte bien avant que notre Soleil n'existe? Saviez-vous que le fer qui coule dans vos veines a été créé dans l'explosion cataclysmique d'une supernova il y a des milliards d'années? Saviez-vous que le calcium qui renforce vos os a été synthétisé dans le cœur brûlant d'une étoile géante à des températures de millions de degrés? Saviez-vous que l'oxygène que vous respirez en ce moment même a été fabriqué par fusion nucléaire dans le noyau d'une étoile massive, puis libéré dans l'espace quand cette étoile a explosé? Vous êtes littéralement fait de poussière d'étoiles. Ce n'est pas une métaphore. Ce n'est pas de la poésie. C'est de la science pure. Chaque atome de votre corps a une histoire cosmique qui remonte à des milliards d'années. Une histoire qui commence dans les nuages de gaz et de poussière où les étoiles naissent. Et voici un fait qui va peut-être vous donner le vertige. Il y a plus d'étoiles dans l'univers observable que de grains de sable sur toutes les plages de la Terre réunies. Pensez-y un instant. Toutes les plages, chaque grain de sable, et il y a plus d'étoiles que cela. Les astronomes estiment qu'il y a environ 10 000 milliards d'étoiles dans l'univers observable. C'est un nombre si grand que notre cerveau humain ne peut tout simplement pas le concevoir. Et parmi toutes ces étoiles, de nouvelles naissent en ce moment même, à cet instant précis, alors que vous écoutez ces mots, quelque part dans notre galaxie, la Voie lactée, un nuage de gaz, est en train de s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. Des atomes d'hydrogène se rapprochent les uns des autres. La température monte, la pression augmente, et dans quelques centaines de milliers d'années, peut-être quelques millions d'années, une nouvelle étoile s'allumera pour la première fois. Et peut-être, juste peut-être, des planètes se formeront autour d'elle. Des planètes avec des océans, des atmosphères, peut-être même de la vie. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus incroyable. Pendant des siècles, nous savions que les étoiles naissaient dans des nuages de gaz et de poussière.
Nous le savions, théoriquement. Nous avions des modèles, des équations, des simulations informatiques. Mais nous ne pouvions pas le voir, parce que les étoiles naissent à l'intérieur de nuages si denses, si opaques, que la lumière visible ne peut pas les traverser. C'est comme essayer de regarder à travers un mur de briques. Nos meilleurs télescopes, y compris le légendaire Hubble, ne pouvaient voir que la surface de ces nuages. Ce qui se passait à l'intérieur restait un mystère. Jusqu'à maintenant, jusqu'au James Webb Space Telescope, parce que Webb ne voit pas en lumière visible, Webb voit en infrarouge. Et la lumière infrarouge peut traverser la poussière cosmique comme si elle n'existait pas. C'est comme si Webb avait une vision au rayon X pour l'univers. Il peut regarder à travers ces murs de poussière et voir ce qui se passe à l'intérieur. Et ce qu'il a vu a dépassé toutes les attentes. Ce soir, dans ce documentaire, nous allons ensemble entreprendre un voyage. Un voyage qui commence dans les ténèbres glaciales d'un nuage moléculaire, des milliers d'années-lumière de la Terre, et qui se termine par la naissance d'un monde nouveau. Nous allons explorer chaque étape, chaque détail, chaque rebondissement de cette histoire cosmique. Nous allons voir comment la gravité transforme un nuage de gaz diffus en une étoile brillante. Nous allons comprendre comment une poignée de poussière devient une planète. Nous allons découvrir les secrets que le James Webb Space Telescope a révélés sur ce processus extraordinaire. Et tout au long de ce voyage, nous allons nous émerveiller devant la beauté, la complexité et l'élégance de l'univers dans lequel nous vivons. Alors, installez-vous confortablement, baissez les lumières, respirez profondément et laissez-vous porter. Ce voyage va être extraordinaire. Et si vous êtes quelqu'un qui est fasciné par les mystères de l'univers, si ces questions sur notre place dans le cosmos vous touchent, prenez un instant pour vous abonner à cette chaîne. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous pensez. Y a-t-il en ce moment, quelque part dans l'univers, une autre Terre en train de se former autour d'une étoile nouveau-née? Partagez votre avis. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Commençons par le commencement. Pour comprendre ce que le James Webb Space Telescope a capturé, il faut d'abord comprendre l'instrument lui-même. Parce que Webb n'est pas un télescope ordinaire. C'est, sans exagération aucune, l'instrument scientifique le plus complexe, le plus ambitieux et le plus coûteux jamais construit par l'humanité. Son histoire est une épopée en soi, une histoire de vision, de persévérance, de génie technique et de prise de risque absolument folle. Tout a commencé dans les années 1990, quand les astronomes ont commencé à rêver d'un successeur au télescope spatial Hubble. Hubble avait révolutionné l'astronomie. Il avait montré l'univers dans une clarté jamais vue auparavant, révélant des galaxies lointaines, des nébuleuses spectaculaires, des étoiles naissantes et mourantes. Mais Hubble avait ses limites. Il observait principalement en lumière visible et en ultraviolet. Et comme nous l'avons dit, la lumière visible ne peut pas pénétrer les nuages de poussière cosmique. De plus, l'univers s'étend. Et quand l'univers s'étend, la lumière des objets les plus lointains est étirée, décalée vers le rouge, vers l'infrarouge, pour voir les premiers instants de l'univers, pour voir les premières étoiles et les premières galaxies. Pour voir à travers la poussière cosmique, il fallait un télescope infrarouge, un grand télescope infrarouge, le plus grand jamais construit.
Le projet qui allait devenir le James Webb Space Telescope a été officiellement lancé en 1996. À l'époque, on pensait qu'il coûterait environ 1 milliard de dollars et serait lancé vers 2007. On ne pouvait pas être plus loin de la réalité. Le projet allait prendre 25 ans de développement, impliquer des milliers d'ingénieurs et de scientifiques de 14 pays différents et coûter plus de 10 milliards de dollars. C'est le projet scientifique le plus cher de l'histoire de l'humanité. Et il y a eu des moments où il a failli être annulé. En 2011, la Chambre des représentants des États-Unis a voté pour supprimer le financement de Webb. Le projet était en retard, dépassait son budget, et beaucoup pensaient qu'il était trop ambitieux, trop risqué. Mais les scientifiques se sont battus. Ils ont convaincu le Congrès que Webb valait la peine, que les découvertes qu'il ferait changeraient notre compréhension de l'univers. Et ils avaient raison. Le télescope porte le nom de James Edwin Webb, l'administrateur de la NASA qui a dirigé l'agence pendant l'ère Apollo de 1961 à 1968. C'est sous sa direction que la NASA a posé les bases qui ont permis à l'humanité de marcher sur la Lune. Un nom approprié pour un instrument qui allait nous emmener encore plus loin dans le cosmos. Le cœur de Webb, c'est son miroir primaire. Et quel miroir! D'un diamètre de 6,5 mètres, il est presque 3 fois plus grand que celui de Hubble, qui fait 2,4 mètres. Mais il y a un problème. Un miroir de 6,5 mètres ne rentre pas dans une fusée. Alors les ingénieurs ont fait quelque chose d'incroyablement audacieux. Ils ont conçu le miroir en 18 segments hexagonaux, séparés comme un puzzle, qui pouvaient se replier pour rentrer dans la coiffe de la fusée, puis se déplier une fois dans l'espace et s'assembler en un miroir parfait. Chaque segment est fait de beryllium, un métal léger et résistant, et est recouvert d'une fine couche d'or. Pourquoi de l'or? Parce que l'or est un excellent réflecteur de lumière infrarouge. C'est pour cette raison que les images de Webb montrent toujours ce magnifique miroir doré. Ce n'est pas pour l'esthétique, c'est de la physique pure. Mais le miroir n'est qu'une partie de l'histoire. Pour observer en infrarouge, le télescope doit être extrêmement froid, parce que tout objet qui a une température émet de la lumière infrarouge. Votre corps émet de l'infrarouge. Votre tasse de café émet de l'infrarouge. Si le télescope lui-même est chaud, sa propre chaleur aveuglera ses instruments, comme essayer de voir les étoiles en plein jour. La solution, un bouclier solaire. Le bouclier solaire de Webb est une structure monumentale, de la taille d'un court de tennis, composé de 5 couches ultra fines de kapton, un matériau polymère recouvert d'aluminium et de silicium dopé. Ce bouclier bloque la lumière et la chaleur du Soleil, de la Terre et de la Lune, maintenant le côté froid du télescope à une température d'environ moins 233 degrés Celsius. C'est à peine 40 degrés au-dessus du zéro absolu. À cette température, les instruments de Webb peuvent détecter les signaux infrarouges les plus faibles de l'univers. Et où se trouve Webb? Pas en orbite autour de la Terre, comme Hubble. Webb est situé au point de Lagrange L2, à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est environ 4 fois la distance de la Terre à la Lune. Au point L2, Webb orbite autour du Soleil en restant toujours du côté opposé de la Terre par rapport au Soleil. Cela signifie que le Soleil, la Terre et la Lune sont toujours du même côté,
ce qui permet au bouclier solaire de les bloquer tous en même temps. C'est l'endroit idéal pour un télescope infrarouge. Mais cela signifie aussi que Webb est trop loin pour être réparé. Quand Hubble avait un problème avec son miroir après son lancement, des astronautes ont pu aller le réparer en navette spatiale. Avec Webb, ce n'est pas possible. Si quelque chose ne fonctionne pas, c'est fini. Il n'y a pas de seconde chance. C'est pour cela que le développement a pris si longtemps et a coûté si cher. Tout devait fonctionner parfaitement du premier coup. Le jour du lancement est arrivé le 25 décembre 2021, le jour de Noël. Webb a décollé du centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française, à bord d'une fusée Ariane 5 fournie par l'Agence spatiale européenne. C'était le cadeau de Noël de l'humanité à elle-même. Mais le lancement n'était que le début de l'angoisse. Pendant les 30 jours suivants, Webb a dû effectuer une séquence de déploiement d'une complexité inouïe. Le bouclier solaire devait se déplier. Les miroirs devaient se déployer. Les antennes devaient se positionner. En tout, il y avait 344 points de défaillance uniques. 344 choses qui devaient fonctionner parfaitement. Et si une seule échouait, la mission entière pouvait être compromise. Les ingénieurs de la NASA ont vécu les semaines les plus stressantes de leur vie, et chaque étape s'est déroulée parfaitement. Le bouclier solaire s'est déployé, les miroirs se sont dépliés, les instruments se sont refroidis. Webb est arrivé au point L2 et a commencé à ajuster ses miroirs avec une précision de l'ordre du nanomètre. Et quand les premières images de test sont arrivées, les ingénieurs ont pleuré, parce que les images étaient encore meilleures que ce qu'ils avaient espéré. Webb dépassait toutes les spécifications. Les premières images scientifiques de Webb ont été révélées au monde le 12 juillet 2022. Le président des États-Unis lui-même a dévoilé la toute première image lors d'un événement à la Maison-Blanche. C'était le champ profond de SMAC 0723, une image montrant des milliers de galaxies dans une minuscule portion du ciel, certaines telles qu'elles étaient il y a plus de 13 milliards d'années, quand l'univers était encore un bébé. Le monde entier a retenu son souffle. Mais c'est une autre image, révélée le lendemain, qui nous intéresse particulièrement ce soir. L'image des falaises cosmiques de la nébuleuse de la Carène. Et c'est avec cette image que notre histoire de la naissance des étoiles commence véritablement. Webb a 4 instruments scientifiques principaux. La NIRCam, la caméra proche infrarouge, qui prend des images dans le proche infrarouge. Le NITR-SPEC, le spectrographe proche infrarouge, qui décompose la lumière infrarouge en ses composantes spectrales pour identifier les molécules et les éléments chimiques. Le MIRI, l'instrument infrarouge moyen, qui observe dans des longueurs d'onde plus longues et peut détecter des objets encore plus froids. Et le FGS/NIRIS, le capteur de guidage fin et l'imageur sans fente dans le proche infrarouge. Ensemble, ces instruments font de Webb le détective cosmique le plus puissant jamais conçu. Il ne se contente pas de prendre de belles photos. Il analyse la lumière, il identifie les molécules, il mesure les températures, il calcule les distances. Il nous raconte l'histoire chimique et physique de tout ce qu'il observe. Et l'un des 4 objectifs scientifiques principaux de Webb, définis dès la conception du projet, est justement de comprendre comment les étoiles et les systèmes planétaires se forment. Ce n'est pas un objectif secondaire. C'est au cœur même de la mission
de Webb. Les scientifiques savaient que pour percer les mystères de la formation stellaire, il fallait un télescope infrarouge d'une puissance sans précédent. Et c'est exactement ce qu'ils ont construit. Maintenant, plongeons dans le cœur du sujet. Pour comprendre comment une étoile naît, il faut d'abord comprendre où elle naît. Et la réponse est dans les nébuleuses. Le mot nébuleuse vient du latin nebula, qui signifie nuage. Et c'est exactement ce que sont les nébuleuses, d'immenses nuages de gaz et de poussière flottant dans l'espace interstellaire. Mais quand je dis immense, je veux dire vraiment immense. Certaines nébuleuses s'étendent sur des centaines d'années-lumière. Pour mettre cela en perspective, une année-lumière, c'est la distance que la lumière parcourt en un an, soit environ 9 460 milliards de kilomètres. Et certaines nébuleuses font des centaines de fois cette taille. Ce sont des structures colossales, d'une échelle qui défie l'imagination humaine. Mais toutes les nébuleuses ne donnent pas naissance à des étoiles. Il existe différents types de nébuleuses. Les nébuleuses à émission brillent parce que le gaz qu'elles contiennent est chauffé et ionisé par la radiation d'étoiles proches. Les nébuleuses, par réflexion, brillent parce qu'elles reflètent la lumière d'étoiles voisines, un peu comme un brouillard illuminé par les phares d'une voiture. Les nébuleuses planétaires sont les enveloppes de gaz expulsées par des étoiles mourantes, un dernier soupir lumineux avant que l'étoile ne devienne une naine blanche. Et puis, il y a les nébuleuses sombres, les nuages moléculaires. Et c'est là que la magie opère. Les nuages moléculaires, et en particulier les nuages moléculaires géants, sont les berceaux des étoiles. Ce sont des régions de l'espace où le gaz et la poussière sont si concentrés que la lumière ne peut pas les traverser. Vus depuis la Terre, ils apparaissent comme des taches sombres devant les étoiles d'arrière-plan, des ombres dans le ciel nocturne. Mais ne vous laissez pas tromper par leur apparence sombre et tranquille. À l'intérieur de ces nuages, des forces titanesques sont à l'œuvre. La gravité, la pression thermique, les champs magnétiques et la turbulence se livrent un combat permanent, un bras de fer cosmique dont l'issue détermine si des étoiles naîtront ou non. La composition de ces nuages est fascinante. Ils sont composés principalement d'hydrogène moléculaire, c'est-à-dire deux atomes d'hydrogène liés ensemble pour former une molécule H2. L'hydrogène représente environ 75% de la masse du nuage. L'hélium en représente environ 24%. Et le 1% restant est constitué de traces d'éléments plus lourds et de molécules plus complexes. Monoxyde de carbone, ammoniac, eau sous forme de glace, silicate, molécules organiques. Ce 1% peut sembler insignifiant, mais c'est de ce 1% que sont faites les planètes rocheuses, comme la Terre. C'est de ce 1% que nous sommes faits. Les conditions à l'intérieur de ces nuages sont extrêmes. La température est incroyablement basse, entre 10 et 20 Kelvin, c'est-à-dire entre moins 263 et moins 253 degrés Celsius. C'est parmi les endroits les plus froids de l'univers tout entier. La densité, bien que élevée pour l'espace, reste incroyablement faible par rapport aux standards terrestres. Un centimètre cube de ces nuages peut contenir quelques centaines ou milliers de molécules. À titre de comparaison, un centimètre cube d'air au niveau de la mer, sur Terre, contient environ 27 milliards de molécules. Donc, même dans les parties les plus denses de ces nuages, le vide est presque parfait selon nos standards.
Mais dans l'espace, où un centimètre cube typique ne contient que quelques atomes, ces nuages sont remarquablement denses. Et ces nuages sont plongés dans une obscurité totale. La poussière qu'ils contiennent bloque toute la lumière visible venant de l'extérieur. Si vous pouviez vous trouver à l'intérieur d'un nuage moléculaire, vous seriez dans un noir absolu. Vous ne verriez pas votre main devant votre visage. Pas une seule étoile ne serait visible. Rien que les ténèbres. Et pourtant, c'est dans ces ténèbres glaciales et silencieuses que se déroule l'un des processus les plus spectaculaires de la nature, la naissance des étoiles. Il y a quelque chose de profondément poétique dans cette idée. Que la lumière naisse de l'obscurité, que la chaleur naisse du froid, que la vie naisse du vide. L'univers a un sens de la dramaturgie qui ferait pâlir d'envie n'importe quel auteur de fiction. Parmi les nébuleuses les plus célèbres et les plus étudiées, la nébuleuse d'Orion occupe une place particulière. Située à environ 1344 années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Orion, c'est la région de formation stellaire massive la plus proche de notre système solaire. Vous pouvez la voir à l'œil nu par une nuit claire, comme une tache floue dans l'épée d'Orion. Mais ce que vos yeux voient comme une petite tache floue est en réalité un immense complexe de gaz et de poussière, s'étendant sur environ 24 années-lumière, où des centaines d'étoiles sont en train de naître. Hubble avait déjà pris des images spectaculaires de la nébuleuse d'Orion. Mais Webb l'a observée avec un niveau de détail jamais atteint, révélant des structures, des protétoiles et des disques protoplanétaires qui étaient restés cachés. Il y a aussi la nébuleuse de l'Aigle dans la constellation du Serpent, à environ 6500 années-lumière. C'est là que se trouvent les célèbres piliers de la création. Ces colonnes majestueuses de gaz et de poussière, immortalisées par Hubble en 1995 dans l'une des images astronomiques les plus iconiques de tous les temps. Et quand Webb a pointé ses instruments vers ces mêmes piliers, il a révélé une image entièrement nouvelle. Nous y reviendrons en détail plus tard, car ce que Webb a montré dans les piliers de la création est absolument stupéfiant. La nébuleuse de la Carène, située à environ 7600 années-lumière dans la constellation de la Carène, est l'une des plus grandes et des plus brillantes nébuleuses du ciel austral. C'est un véritable titan parmi les nébuleuses s'étendant sur plus de 300 années-lumière. À l'intérieur, des étoiles massives naissent, vivent et meurent, sculptant le gaz environnant avec leur radiation intense et leur vent stellaire puissant. C'est dans cette nébuleuse que Webb a capturé les fameuses falaises cosmiques, l'une des premières images publiées et celle qui a changé notre compréhension de la formation stellaire. Et puis, il y a le complexe nuageux de Rho-Ophiuchi, la région de formation stellaire la plus proche de la Terre, à seulement environ 390 années-lumière. C'est un nuage relativement petit et tranquille, comparé aux géants comme Orion ou la Carène, mais c'est justement sa proximité qui le rend si précieux pour les astronomes. Webb l'a observé pour célébrer son premier anniversaire en orbite en juillet 2023, et l'image résultante est devenue l'un des portraits les plus intimes et les plus émouvants de la naissance stellaire jamais capturée. Nous y reviendrons également en détail, et ne nous oublions pas la nébuleuse de la Tarentule, aussi connue sous le nom de 30 Doradus, dans le grand nuage de Magellan,
une galaxie naine, satellite de la Voie lactée, à environ 160 000 années-lumière. C'est la région de formation stellaire la plus active de tout notre groupe local de galaxies. Des étoiles massives y naissent à un rythme effréné et Webb a capturé des images extraordinaires montrant des dizaines de milliers d'étoiles, jeunes, jamais vues auparavant, nichées dans des cocons de gaz et de poussière. Mais revenons à notre question fondamentale. Si ces nuages moléculaires peuvent exister pendant des millions d'années sans former d'étoiles, qu'est-ce qui déclenche finalement l'effondrement? Qu'est-ce qui rompt l'équilibre délicat entre la gravité qui tire le gaz vers l'intérieur et la pression thermique qui le repousse vers l'extérieur? Qu'est-ce qui allume la mèche cosmique qui va conduire à la naissance d'une étoile? Cette question est l'une des plus fondamentales de l'astrophysique et la réponse est plus complexe et plus fascinante que vous pourriez l'imaginer. Pour comprendre, il faut d'abord comprendre le concept d'instabilité de Jeans. En 1902, le physicien britannique James Jeans a formulé une théorie qui décrit les conditions dans lesquelles un nuage de gaz va s'effondrer sous l'effet de sa propre gravité. L'idée est simple, mais élégante. Dans un nuage de gaz, deux forces principales s'opposent. D'un côté, la gravité, qui attire chaque particule de gaz vers le centre du nuage, essayant de le comprimer, de le faire s'effondrer sur lui-même. De l'autre côté, la pression thermique, créée par le mouvement aléatoire des molécules de gaz, qui poussent vers l'extérieur, essayant de disperser le nuage. Si le nuage est petit et chaud, la pression thermique l'emporte et le nuage reste stable ou se disperse. Mais si le nuage est suffisamment grand et suffisamment froid, la gravité l'emporte. Il existe une masse critique, appelée la masse de Jeans, au-dessus de laquelle la gravité gagne. Et quand la gravité gagne, l'effondrement commence. C'est le début de la naissance d'une étoile. Mais dans la réalité, les choses sont rarement aussi simples. Les nuages moléculaires ne sont pas des sphères uniformes et tranquilles. Ils sont turbulents, traversés par des courants de gaz chaotiques, parcourus par des champs magnétiques, soumis à des forces extérieures. Et c'est souvent un événement extérieur qui va déclencher l'effondrement en comprimant le gaz du nuage au-delà du seuil critique. Pensez-y comme une avalanche. La neige peut s'accumuler sur une pente pendant des jours, des semaines, des mois, en équilibre précaire. Mais il suffit d'un son, d'une vibration, d'un petit déclencheur pour que tout s'effondre. Les nuages moléculaires fonctionnent de la même manière. Ils sont en équilibre précaire et il suffit d'une perturbation pour déclencher l'effondrement. Quels sont ces déclencheurs? Il y en a plusieurs, et chacun raconte une histoire cosmique fascinante. Le premier est peut-être le plus spectaculaire est l'onde de choc d'une supernova. Quand une étoile massive arrive à la fin de sa vie, elle explose dans une déflagration cataclysmique d'une violence inimaginable. Cette explosion, appelée supernova, libère en quelques secondes plus d'énergie que notre Soleil n'en produira pendant toute sa vie de 10 milliards d'années. L'onde de choc de cette explosion se propage dans l'espace à des milliers de kilomètres par seconde, balayant tout sur son passage. Et quand cette onde de choc rencontre un nuage moléculaire, elle le comprime. La densité du gaz augmente brusquement, dépassant le seuil de Jeans, et l'effondrement gravitationnel commence. La mort d'une étoile déclenche la naissance de nouvelles étoiles. Il y a une ironie cosmique profonde et belle dans ce processus. La destruction engendre la création. La mort
engendre la vie. L'univers est un phénix perpétuel, renaissant sans cesse de ses propres cendres. Et voici quelque chose qui va vous donner des frissons. Notre propre système solaire pourrait avoir été déclenché exactement de cette manière. Les scientifiques ont trouvé des preuves dans les météorites les plus anciennes, des roches qui se sont formées en même temps que le système solaire il y a 4 milliards 600 millions d'années. Ces météorites contiennent des traces d'isotopes radioactifs à courte durée de vie comme l'aluminium 26 et le fer 60. Ces isotopes ne peuvent être produits que dans des explosions de supernovas et ils se désintègrent rapidement en quelques millions d'années. Le fait qu'ils soient présents dans ces météorites signifie qu'une supernova a dû se produire très près de notre nuage protosolaire, juste avant ou pendant l'effondrement qui a donné naissance à notre Soleil. En d'autres termes, nous devons notre existence à la mort d'une étoile. L'étoile qui a explosé il y a 4 milliards 600 millions d'années n'a pas de nom. Nous ne savons pas quelle taille elle avait, quelle couleur elle brillait, combien de temps elle a vécu. Mais sans sa mort, sans son explosion, le nuage de gaz qui allait devenir notre système solaire serait peut-être resté un nuage de gaz. Et ni la Terre, ni la Lune, ni les océans, ni la vie, ni vous, ni moi n'aurions jamais existé. Il y a d'autres déclencheurs de la formation stellaire. Les collisions entre galaxies ou les interactions gravitationnelles entre galaxies voisines peuvent comprimer d'énormes quantités de gaz, déclenchant des flambées de formation stellaire à l'échelle de galaxies entières. Ce sont les galaxies à sursaut de formation stellaire ou starburst galaxies où des millions d'étoiles naissent simultanément dans un feu d'artifice cosmique. Les ondes de densité des bras spiraux jouent aussi un rôle. Notre Voie lactée, comme la plupart des galaxies spirales, a des bras spiraux. Ces bras ne sont pas des structures matérielles fixes, mais plutôt des ondes de densité comme des embouteillages cosmiques. Quand un nuage moléculaire traverse un bras spiral, il est comprimé par la densité accrue de matière, ce qui peut déclencher l'effondrement et la formation d'étoiles. C'est pour cela que les bras spiraux des galaxies sont souvent jalonnés d'étoiles, jeunes et brillantes, et de nébuleuses actives. Les collisions entre nuages moléculaires sont un autre mécanisme. Quand deux nuages massifs entrent en collision, la compression résultante peut déclencher la formation stellaire à grande échelle. Les vents stellaires des étoiles massives existantes peuvent aussi comprimer le gaz environnant, créant des coquilles de gaz denses qui peuvent à leur tour s'effondrer et former de nouvelles étoiles. Et la pression de radiation des étoiles chaudes et lumineuses, en particulier les étoiles de type O et B, les plus massives et les plus chaudes, peut pousser sur les bords des nuages moléculaires, les comprimant et déclenchant la formation d'étoiles. C'est exactement ce que l'on voit dans les falaises cosmiques de la Carène. Les étoiles massives au-dessus des falaises sculptent et comprimant le gaz, et de nouvelles étoiles naissent le long du bord comprimé. C'est un magnifique exemple de formation stellaire déclenchée, et Webb l'a capturé dans un détail exquis. Ce processus de rétroaction, où les étoiles existantes déclenchent la formation de nouvelles étoiles, est l'un des phénomènes les plus importants et les plus fascinants de l'astrophysique. Il crée une réaction en chaîne cosmique, une cascade de naissances stellaires qui peut se propager à travers une nébuleuse sur des millions d'années. Webb a observé ces boucles de rétroaction en action dans plusieurs régions de formation stellaire,
révélant comment les jeunes étoiles, par leur radiation et leurs jets, sculptent leur environnement et sèment les graines de la génération stellaire suivante. C'est le cycle de la vie cosmique dans toute sa splendeur. Il y a aussi le rôle, souvent sous-estimé, des champs magnétiques. Les nuages moléculaires sont traversés par des champs magnétiques qui peuvent fournir un soutien supplémentaire contre l'effondrement gravitationnel. Les lignes de champs magnétiques agissent comme des fils élastiques qui résistent à la compression. Mais ce soutien n'est pas éternel. Un processus appelé diffusion ambipolaire permet au gaz neutre de glisser lentement à travers les lignes de champs magnétiques, un peu comme du sable s'écoulant à travers un tamis. Au fil du temps, le gaz se concentre malgré le soutien magnétique et l'effondrement peut finalement commencer. Ce processus est lent, se déroulant sur des millions d'années, mais il est fondamental pour comprendre pourquoi les nuages moléculaires ne s'effondrent pas tous immédiatement et uniformément. Mais maintenant, passons au moment le plus dramatique de toute cette histoire. Le moment où l'effondrement gravitationnel commence réellement. Le moment où un petit bout de nuage moléculaire bascule, où la gravité l'emporte définitivement sur la pression et où la chute vers la naissance d'une étoile devient inévitable. C'est un moment silencieux, invisible, se déroulant dans les ténèbres glaciales de l'espace, à des milliers d'années-lumière de tout témoin humain. Mais grâce au James Webb Space Telescope, nous pouvons maintenant le voir et c'est extraordinaire. Quand une région d'un nuage moléculaire dépasse la masse de Jeans, l'effondrement commence. Au début, il est lent. La gravité tire les molécules de gaz et les grains de poussière vers le centre de la région qui s'effondre. Mais la résistance de la pression thermique et des champs magnétiques freine le mouvement. Mais à mesure que le gaz se concentre, la gravité devient plus forte, l'effondrement s'accélère. C'est un processus qui se nourrit de lui-même. Plus le gaz est dense, plus la gravité est forte, plus l'effondrement est rapide, plus le gaz devient dense, et ainsi de suite. Un cercle vicieux gravitationnel qui transforme un nuage diffus en un objet de plus en plus compact. Et voici quelque chose de crucial. Pendant l'effondrement, la région qui s'effondre ne reste pas en un seul morceau. Elle se fragmente. Comme une vitre qui se brise en plusieurs morceaux, le nuage en effondrement se divise en plusieurs fragments plus petits, chacun s'effondrant indépendamment. Chaque fragment peut à son tour se fragmenter encore. C'est pour cette raison que les étoiles naissent rarement seules. Elles naissent en groupe, en amas, parfois par dizaines, par centaines, par milliers. Les amas d'étoiles que nous observons dans le ciel sont les familles stellaires issues d'un même nuage moléculaire parent. Les étoiles d'un amas sont des sœurs, nées du même nuage, au même moment cosmique, mais avec des masses différentes et donc des destins différents. Au centre de chaque fragment en effondrement, la matière se concentre de plus en plus. Un noyau dense se forme, que les astronomes appellent le noyau protostellaire. Au début de l'effondrement, le noyau est transparent à la radiation infrarouge. Cela signifie que la chaleur générée par la compression du gaz peut s'échapper facilement. L'énergie s'évacue, la température reste relativement basse et l'effondrement continue sans entrave. C'est ce qu'on appelle la phase isotherme de l'effondrement. Mais à mesure que la densité augmente, le noyau devient de plus en plus opaque. Il atteint un point où il ne peut plus évacuer sa chaleur efficacement. La chaleur reste piégée à l'intérieur. La température commence à monter, la pression augmente, l'effondrement ralentit et le premier objet stable se forme,
le premier noyau hydrostatique. Ce n'est pas encore une étoile. Ce n'est même pas encore une proto-étoile. C'est un embryon stellaire, un grain de matière chaude et dense au cœur d'un cocon de gaz et de poussière, entouré de matière qui continue à tomber dessus. Mais c'est le premier pas vers la naissance d'une étoile. La température continue de monter au centre du noyau. Quand elle atteint environ 2000 Kelvin, les molécules d'hydrogène se dissocient, c'est-à-dire que les molécules H2 se cassent en atomes d'hydrogène individuels. Cette dissociation absorbe de l'énergie, ce qui provoque un second effondrement. Le noyau se contracte encore plus violemment. La densité et la température augmentent encore, et un deuxième noyau hydrostatique se forme. Ce deuxième noyau, c'est la proto-étoile proprement dite. C'est un objet chaud, dense, en rotation, qui continue à grossir en accrétant la matière qui tombe sur lui depuis l'enveloppe de gaz qui l'entoure. Et maintenant, quelque chose de magnifique se produit. La matière qui tombe vers la proto-étoile ne tombe pas directement dessus de manière désordonnée. À cause de la conservation du moment angulaire, un principe fondamental de la physique, la matière en chute prend un mouvement de rotation et s'aplatit en un disque. Pensez à une patineuse artistique qui fait une pirouette. Quand elle ramène ses bras vers son corps, elle tourne plus vite. C'est la conservation du moment angulaire. De la même manière, quand le gaz d'un nuage en rotation s'effondre vers le centre, sa rotation s'accélère et il s'aplatit en un disque. Ce disque, c'est le disque protoplanétaire. Et ce disque est l'un des objets les plus importants de toute l'astrophysique, parce que c'est dans ce disque que les planètes vont se former. C'est dans un disque comme celui-ci que la Terre s'est formée, il y a 4 milliards 600 millions d'années. La proto-étoile au centre du disque n'est pas encore une véritable étoile. Elle ne produit pas encore d'énergie par fusion nucléaire. Sa chaleur et sa luminosité proviennent uniquement de l'énergie gravitationnelle libérée par la contraction et par l'accrétion de matière. Ce processus s'appelle la contraction de Kelvin-Helmholtz, du nom des physiciens Lord Kelvin et Hermann von Helmholtz, qui l'ont décrit au XIXe siècle. Et voici un fait surprenant. Pendant cette phase, la proto-étoile peut être plus lumineuse que l'étoile finale qu'elle deviendra. Elle est gonflée, surchauffée par l'énergie d'accrétion, et elle rayonne intensément dans l'infrarouge. Mais toute cette lumière est piégée derrière le cocon de gaz et de poussière qui l'entoure. En lumière visible, la proto-étoile est totalement invisible. C'est un secret caché dans les ténèbres, et c'est exactement le genre de secret que le James Webb Space Telescope est conçu pour révéler. Mais l'histoire de la proto-étoile ne serait pas complète sans mentionner l'un des phénomènes les plus spectaculaires de la formation stellaire. Les jets bipolaires. Pendant que la matière tombe sur la proto-étoile, à travers le disque d'accrétion, une partie de cette matière est éjectée à haute vitesse le long de l'axe de rotation, perpendiculairement au disque. Ces jets de matière sont incroyablement rapides, atteignant des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde, et ils peuvent s'étendre sur des distances de plusieurs années-lumière. Quand ces jets percutent le gaz environnant, ils créent des fronts de choc lumineux, appelés objets de Herbig-Haro, du nom des astronomes George Herbig et Guillermo Haro, qui les ont décrits dans les années 1950. Ces jets jouent un rôle crucial dans la formation de l'étoile.
Ils emportent avec eux de l'excès de moments angulaires. Sans les jets, la protoétoile tournerait trop vite et ne pourrait pas se contracter suffisamment pour devenir une étoile. Les jets sont comme des soupapes de sécurité, évacuant l'excès de rotation et permettant à l'étoile de se former correctement. C'est un mécanisme élégant et contre-intuitif. Pour qu'une étoile naisse, il faut que de la matière soit simultanément accrétée vers l'intérieur et éjectée vers l'extérieur. L'entrée et la sortie se produisent en même temps dans des directions différentes. Et c'est précisément ces jets que le James Webb Space Telescope a capturés avec une clarté sans précédent. Les images de Webb montrant des objets de Herbig Haro sont parmi les plus spectaculaires de toute la mission. Prenons l'exemple de HH211, l'un des plus jeunes écoulements protostellaires jamais observés. Situé à environ 1000 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Persée, HH211 est alimenté par une protoétoile qui n'a que quelques dizaines de milliers d'années, un véritable nouveau-né en termes cosmiques. Webb a révélé les jets de HH211 dans un détail stupéfiant, des jets symétriques s'étendant de part et d'autre de la protoétoile, avec des fronts de choc en forme d'arc, des nœuds de matière brillante et une structure ondulatoire qui suggère que la direction des jets oscille au fil du temps, peut-être à cause d'un compagnon stellaire invisible. L'analyse spectroscopique de Webb a révélé la présence de molécules de monoxyde de carbone, d'oxyde de silicium et d'hydrogène moléculaire dans les jets, nous donnant des informations précieuses sur les conditions physiques et chimiques dans ces écoulements. HH46/47, un autre système de jets protostellaires observé par Webb, est situé à environ 1470 années-lumière dans la constellation de la Voile. Il est alimenté par une paire de jeunes étoiles en formation. L'image de Webb a montré des jets s'étendant sur toute la largeur de l'image, avec la nébuleuse environnante illuminée en infrarouge, révélant des structures qui étaient totalement invisibles en lumière visible. Ces images nous montrent comment les jeunes étoiles interagissent avec leur environnement, comment elles le sculptent, le chauffent, le compriment, et comment elles sèment les graines de futures générations d'étoiles. Mais revenons à notre protoétoile en développement. Elle continue de grossir, d'accréter de la matière depuis son disque, de lancer ses jets dans l'espace. La température à son centre augmente régulièrement et elle va traverser plusieurs phases cruciales avant de devenir une véritable étoile. Pour les étoiles de masse relativement faible, similaires à notre Soleil, la phase suivante est la phase T Tauri. Les étoiles T Tauri tirent leur nom de l'étoile prototype T Tauri, située dans la constellation du Taureau, qui a été identifiée par l'astronome Alfred Joy en 1945. Ce sont des étoiles préséquences principales, c'est-à-dire qu'elles sont encore en train de se contracter et ne fusionnent pas encore l'hydrogène de manière stable dans leur noyau. Les étoiles T Tauri sont des adolescentes cosmiques, instables, imprévisibles, tumultueuses. Leur luminosité varie de manière erratique, parfois de manière spectaculaire, sur des échelles de temps de jours, de semaines ou de mois. Elles ont des vents stellaires puissants, beaucoup plus forts que le vent solaire actuel de notre Soleil. Elles sont souvent encore entourées de leurs disques protoplanétaires, et elles peuvent avoir des épisodes d'accrétion violents où de grandes quantités de matière tombent brusquement sur l'étoile depuis le disque, provoquant des sursauts de luminosité. Notre propre Soleil a traversé cette phase il y a environ 4
500 millions d'années. Si vous aviez pu observer notre système solaire à cette époque, vous auriez vu un jeune soleil turbulent et variable, entouré d'un disque de gaz et de poussière, lançant des jets dans l'espace. Exactement comme ce que Webb observe aujourd'hui autour de jeunes étoiles lointaines. Pour les étoiles plus massives, entre 2 et 8 masses solaires, la phase correspondante s'appelle la phase Herbig A/E/BE. Ces étoiles sont plus chaudes, plus lumineuses que les Thé Tauri, et elles aussi sont encore entourées de disques où des planètes peuvent se former. Le processus est similaire, mais tout se passe plus vite et de manière plus énergétique, car les étoiles massives ont une vie accélérée dans tous les sens du terme. Et pendant tout ce temps, la température au centre de la protoétoile continue de monter. La contraction gravitationnelle comprime le noyau de plus en plus et la température augmente inexorablement. Il y a d'abord la fusion du deutérium, un isotope lourd de l'hydrogène, qui commence quand la température du noyau atteint environ 1 million de Kelvin. C'est une sorte d'avant-goût de la fusion nucléaire. Mais ce n'est pas encore la véritable fusion de l'hydrogène. Le deutérium est rare et s'épuise rapidement. Ensuite, il y a la combustion du lithium à des températures légèrement plus élevées, mais ces réactions mineures ne suffisent pas à stabiliser l'étoile. Et puis, arrive le moment magique. Le moment où tout change. La température au centre de la protoétoile atteint environ 10 à 15 millions de Kelvin. Et à cette température, les protons, les noyaux d'hydrogène, se déplacent si vite que lorsqu'ils se rencontrent, ils peuvent surmonter leur répulsion électrique mutuelle et fusionner ensemble. C'est le début de la réaction de chaîne proton-proton, le processus par lequel 4 noyaux d'hydrogène fusionnent pour former un noyau d'hélium, libérant une quantité phénoménale d'énergie sous forme de lumière, de chaleur et de neutrinos. C'est la fusion nucléaire de l'hydrogène. C'est la réaction qui fait briller les étoiles. C'est la réaction qui fait briller notre Soleil depuis 4 milliards 600 millions d'années et qui continuera à le faire briller pendant encore environ 5 milliards d'années. Et c'est le moment où une protoétoile devient officiellement une étoile. Ce moment est le moment de la naissance véritable. Quand la fusion de l'hydrogène s'allume dans le noyau, la pression de radiation générée par les réactions nucléaires équilibre exactement la force de gravité qui tire vers l'intérieur. L'étoile atteint un état d'équilibre hydrostatique, un équilibre parfait entre deux forces titanesques. La gravité essaie de comprimer l'étoile, la pression de radiation essaie de la faire exploser, et les deux forces s'annulent exactement. L'étoile cesse de se contracter. Elle a atteint sa taille et sa température finale. Elle rejoint ce que les astronomes appellent la séquence principale sur le diagramme de Hertzsprung-Russell, un graphique qui classifie les étoiles en fonction de leur luminosité et de leur température. La séquence principale est la bande diagonale où se trouvent la plupart des étoiles. C'est là que les étoiles passent la majeure partie de leur vie, fusionnant tranquillement l'hydrogène en hélium dans leur noyau. Combien de temps tout ce processus prend-il? Cela dépend entièrement de la masse de l'étoile. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Pour une étoile comme notre Soleil, environ une masse solaire, le processus complet, depuis le début de l'effondrement du nuage moléculaire jusqu'à l'allumage de la fusion de l'hydrogène et l'arrivée sur la séquence principale, prend environ 50 millions d'années. 50 millions d'années. C'est long à l'échelle humaine,
mais c'est un clin d'œil à l'échelle cosmique. Pour une étoile massive, disons 10 masses solaires ou plus, le processus est beaucoup plus rapide, aussi peu que 100 000 ans. Ces étoiles massives se forment à une vitesse vertigineuse, brûlent leur carburant avec une intensité féroce et meurent jeunes, souvent en seulement quelques millions d'années, dans des explosions de supernovas spectaculaires. À l'opposé, pour une naine rouge, une petite étoile d'environ 1/10 de masse solaire, le processus de formation peut prendre des centaines de millions d'années. Mais une fois formées, ces petites étoiles sont incroyablement économes en carburant. Elles brûlent leur hydrogène si lentement qu'elles peuvent vivre des milliers de milliards d'années, bien plus longtemps que l'âge actuel de l'univers. Les naines rouges qui se sont formées au début de l'univers sont toutes encore en train de briller. Aucune naine rouge n'est encore morte de mort naturelle dans l'histoire de l'univers. Elles n'en ont tout simplement pas encore eu le temps. La masse d'une étoile détermine tout. Sa couleur, sa température, sa luminosité, sa durée de vie et la manière dont elle mourra. Les astronomes classifient les étoiles en types spectraux O, B, A, F, G, K, M. Les étoiles de type O sont les plus chaudes, les plus bleues, les plus massives et les plus lumineuses, mais aussi les plus rares et les plus éphémères. Les étoiles de type M, les naines rouges, sont les plus froides, les plus rouges, les moins massives et les moins lumineuses, mais aussi les plus communes et les plus longévives. Notre Soleil est une étoile de type G2V, une naine jaune. Il est quelque part au milieu de l'échelle, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop grand, ni trop petit. Un boucle d'or cosmique. Webb a observé des étoiles, jeunes, à différents stades de leur développement, des proto-étoiles profondément enfouies dans leur cocon de poussière, aux étoiles Thé Tauri entourées de leurs disques, en passant par des étoiles qui viennent tout juste de rejoindre la séquence principale. L'analyse spectroscopique de Webb a révélé la composition chimique de ces jeunes étoiles et de leur environnement, montrant quels éléments et quelles molécules sont présents et en quelle quantité. Et en comparant ces observations à des modèles théoriques, les astronomes peuvent reconstituer l'histoire de chaque étoile. Quand elle a commencé à se former, à quel stade elle se trouve et comment elle va évoluer. L'une des observations les plus remarquables de Webb en matière de jeunes étoiles concerne la région NGC 346, dans le Petit Nuage de Magellan. Le Petit Nuage de Magellan est une galaxie naine satellite de la Voie lactée, visible à l'œil nu depuis l'hémisphère sud. Ce qui rend NGC 346 si spécial, c'est que l'environnement chimique y est très différent de celui de notre galaxie. Le Petit Nuage de Magellan a une métallicité beaucoup plus basse que la Voie lactée, c'est-à-dire qu'il contient beaucoup moins d'éléments lourds. Cela en fait un laboratoire naturel pour étudier la formation stellaire dans des conditions similaires à celles qui existaient dans l'univers primitif, quand les éléments lourds étaient rares. Webb a observé NGC 346 et a découvert des proto-étoiles et des objets préstellaires qui n'avaient jamais été vus auparavant, démontrant que la formation stellaire peut se produire même dans des environnements très pauvres en éléments lourds. Cette découverte a des implications profondes pour notre compréhension de la formation des premières étoiles de l'univers. Maintenant, aventurons-nous dans le territoire peut-être le plus fascinant de toute cette histoire, la formation des planètes. Parce que la naissance d'une étoile n'est que la moitié
de l'histoire. L'autre moitié, c'est ce qui se passe dans le disque qui entoure la jeune étoile. C'est dans ce disque que des grains de poussière microscopiques vont, au fil de millions d'années, se transformer en des mondes entiers, des planètes rocheuses comme la Terre, des géantes gazeuses comme Jupiter, des géantes de glace comme Neptune, des lunes, des astéroïdes, des comètes. Tout un système planétaire, avec toute sa complexité et toute sa diversité, va émerger de ce simple disque de gaz et de poussière. Et Webb nous a donné un aperçu sans précédent de ce processus. Le disque protoplanétaire est une structure remarquable. C'est un disque mince et aplati de gaz et de poussière en rotation autour de la jeune étoile. Son rayon typique est de l'ordre de 100 à 1000 unités astronomiques. Une unité astronomique, c'est la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres. Donc, ces disques sont immenses, s'étendant parfois sur des distances de plus de 100 milliards de kilomètres. Leur masse est généralement comprise entre 1 et 10% de la masse de l'étoile. Leur composition reflète celle du nuage moléculaire dont ils sont issus, environ 99% de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et environ 1% de poussière, composée de silicates, de glace et de matière organique. Et il y a une ligne invisible, mais cruciale, qui traverse le disque, la ligne des glaces, aussi appelée ligne de gel. C'est la distance à l'étoile au-delà de laquelle la température est suffisamment basse pour que l'eau gèle. À l'intérieur de cette ligne, il fait trop chaud pour que la glace existe, et seuls des matériaux rocheux et métalliques peuvent survivre. À l'extérieur de cette ligne, la glace d'eau et d'autres composés volatiles peuvent exister sous forme solide. Cette distinction est fondamentale, car elle détermine quel type de planètes peuvent se former à quelle distance de l'étoile. Le processus de formation des planètes commence de manière incroyablement humble. Tout commence par des grains de poussière microscopiques, mesurant à peine 1 micromètre, 1 millième de millimètre. Ces grains flottent dans le disque porté par le gaz, et de temps en temps, ils se rencontrent et se collent les uns aux autres. Les forces qui les maintiennent ensemble à cette échelle ne sont pas la gravité, qui est beaucoup trop faible pour des objets aussi petits, mais des forces de Van der Waals et des forces électrostatiques, les mêmes forces qui font que la poussière colle à vos meubles. Lentement, grain par grain, ces agrégats grossissent. De micromètres, ils passent à des millimètres. De millimètres, ils passent à des centimètres. C'est un processus lent, patient, qui se déroule sur des milliers d'années. Mais il fonctionne. Les grains deviennent des cailloux. Et c'est ici que nous rencontrons l'un des problèmes les plus épineux de toute la planétologie. Le problème de la barrière du mètre. Parce que, quand les agrégats atteignent une taille d'environ 1 mètre, quelque chose de terrible se passe. À cette taille, les collisions entre agrégats ne sont plus assez douces pour qu'ils se collent ensemble. Au contraire, les collisions à ces vitesses tendent à détruire les agrégats, à les fragmenter en morceaux plus petits. C'est comme si la nature avait placé un mur invisible entre le monde des cailloux et le monde des rochers. De plus, les objets de cette taille subissent un frottement aérodynamique avec le gaz du disque qui les fait spiraler rapidement vers l'étoile, où ils seraient détruits. C'est un double obstacle. Non seulement les objets d'1 mètre ne peuvent pas grossir, mais ils sont aussi condamnés à tomber dans l'étoile. Théoriquement, il devrait être impossible de former des planètes, et pourtant, les planètes existent
la Terre existe. Nous existons. Donc quelque chose doit résoudre ce problème. Mais quoi? Les scientifiques ont proposé plusieurs solutions et c'est un domaine de recherche extrêmement actif. L'une des plus prometteuses est l'instabilité de courant ou streaming instability en anglais. L'idée est que les interactions entre les grains de poussière et le gaz du disque peuvent créer des concentrations locales de poussière. Les grains s'accumulent en filaments et en amas denses, un peu comme des bouchons dans un embouteillage. Et quand ces concentrations deviennent suffisamment denses, la gravité prend le relais et les fait s'effondrer directement en objets de plusieurs kilomètres de diamètre, sautant complètement la taille problématique du mètre. C'est comme si les cailloux ne grossissaient pas un par un jusqu'à devenir des rochers, mais se rassemblaient soudainement en essaims gigantesques qui s'effondraient gravitationnellement. C'est une solution élégante, et les simulations informatiques la confirment. Mais nous n'avons pas encore d'observation directe définitive de ce processus. C'est l'une des choses que Webb et d'autres télescopes pourraient éventuellement confirmer. Une fois que les objets atteignent une taille de quelques kilomètres, on les appelle des planétésimaux. Et à cette taille, la gravité devient suffisamment forte pour jouer un rôle significatif dans la croissance. Les planétésimaux attirent gravitationnellement d'autres planétésimaux et des cailloux plus petits, et ils grossissent par collision et par accrétion. C'est un processus appelé accrétion par emballement, ou runaway accretion. Les plus gros planétésimaux grossissent plus vite que les petits parce que leur gravité est plus forte et qu'ils capturent plus de matière. Les riches deviennent plus riches, les pauvres restent pauvres. Après quelques centaines de milliers d'années, le disque est dominé par quelques corps massifs, de la taille de la Lune ou de Mars, entourés d'une myriade de planétésimaux plus petits. Ces corps dominants sont appelés protoplanètes ou embryons planétaires. Ce qui se passe ensuite dépend de l'endroit dans le disque. Dans la partie interne du disque, à l'intérieur de la ligne des glaces, les protoplanètes sont principalement composées de roches et de métal. Elles sont plus petites que celles de la partie externe parce qu'il y a moins de matière solide disponible. Ces protoplanètes vont continuer à grossir en accrétant des planétésimaux et en entrant en collision les unes avec les autres dans des impacts géants, spectaculaires. Ce processus est violent, chaotique et peut prendre des dizaines de millions d'années. Mais à la fin, il produit un petit nombre de planètes rocheuses, similaires à Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Dans la partie externe du disque, au-delà de la ligne des glaces, les conditions sont très différentes. Il y a beaucoup plus de matière solide disponible parce que les glaces d'eau et d'autres composés volatiles ajoutent considérablement à la masse des planétésimaux. Les protoplanètes peuvent grossir beaucoup plus, atteignant une masse critique d'environ 10 masses terrestres. Et à ce moment-là, quelque chose de spectaculaire se produit. Le noyau rocheux et glacé de la protoplanète est maintenant assez massif pour attirer gravitationnellement le gaz du disque, principalement de l'hydrogène et de l'hélium, et pour le retenir. L'accrétion de gaz commence lentement, mais à mesure que l'enveloppe gazeuse grossit, la gravité augmente, l'accrétion s'accélère et la protoplanète entre dans une phase d'accrétion gazeuse emballée. En quelques centaines de milliers d'années à peine, elle peut capturer des dizaines, voire des centaines de masses terrestres de gaz. C'est ainsi que naissent les géantes gazeuses comme Jupiter et Saturne. C'est le modèle d'accrétion par noyau, ou Core Accretion Model,
Et c'est le scénario le plus largement accepté pour la formation des planètes géantes. Mais il y a une alternative. Le modèle d'instabilité du disque propose que les planètes géantes peuvent se former directement par effondrement gravitationnel du gaz dans les parties les plus externes et les plus froides du disque, sans passer par la formation d'un noyau rocheux préalable. C'est un processus beaucoup plus rapide qui peut former une planète géante en quelques centaines d'années seulement. Ce modèle est encore débattu et il est possible que les deux mécanismes opèrent dans différentes circonstances. Un point crucial est que la formation des planètes géantes doit se faire rapidement parce que le gaz du disque ne reste pas éternellement. La radiation et les vents de la jeune étoile dispersent progressivement le gaz du disque et après environ 3 à 10 millions d'années, le gaz a pratiquement disparu. Si un noyau protoplanétaire n'a pas atteint la masse critique pour capturer du gaz avant cette échéance, il ne deviendra jamais une géante gazeuse. Il restera une planète rocheuse ou glacée. C'est une course contre la montre cosmique. Jupiter et Saturne ont gagné cette course. Uranus et Neptune, qui sont plus petites et plus éloignées, ont probablement été à la limite, capturant moins de gaz avant que le disque ne se dissipe. La formation des planètes rocheuses, en revanche, est un processus plus lent qui peut se poursuivre longtemps après la disparition du gaz. Les embryons planétaires continuent de se percuter dans des impacts géants et c'est au cours de ces impacts que les planètes rocheuses acquièrent leur masse finale. Le dernier grand impact dans l'histoire de la formation de la Terre a été la collision avec Theia, un objet de la taille de Mars, il y a environ 4,5 milliards d'années. Cette collision a été d'une violence inouïe. L'énergie libérée a liquéfié une grande partie de la Terre, et les débris éjectés dans l'espace se sont agglomérés pour former la Lune. Mais nous y reviendrons plus en détail plus tard. À mesure que les planètes se forment dans le disque, elles interagissent gravitationnellement avec le gaz et la poussière restant, et elles creusent des sillons, des espaces vides dans le disque. Ces sillons et ces anneaux sont des signatures caractéristiques de la formation planétaire, et ils ont été observés pour la première fois en détail par le radiotélescope ALMA, l'Atacama Large Millimeter Array, au Chili. Les images d'ALMA montrant des anneaux concentriques dans les disques protoplanétaires sont devenues des icônes de l'astronomie moderne. Et maintenant, Webb apporte sa propre perspective en observant ces mêmes disques en infrarouge, révélant des informations complémentaires sur la température, la composition chimique et la structure de ces disques. Mais voici quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Les planètes ne restent pas nécessairement là où elles se forment. C'est le phénomène de la migration planétaire. L'interaction gravitationnelle entre une planète et le gaz du disque peut faire migrer la planète vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Les Jupiters chauds, ces planètes géantes gazeuses qui orbitent incroyablement près de leur étoile, si près que leur température de surface atteint des milliers de degrés, n'ont pas pu se former là où elles se trouvent. Il n'y a tout simplement pas assez de matière si près de l'étoile pour former une géante gazeuse. Elles ont dû se former loin de l'étoile, au-delà de la ligne des glaces, puis migrer vers l'intérieur à travers le disque. La migration planétaire peut radicalement réarranger l'architecture d'un système planétaire, déplaçant des planètes, éjectant des planètes du système, ou même envoyant des planètes s'écraser dans l'étoile. C'est un processus chaotique et imprévisible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les systèmes planétaires
que nous observons dans la galaxie sont si divers. Et cette diversité est stupéfiante. Quand nous avons commencé à découvrir des planètes autour d'autres étoiles, dans les années 1990, les astronomes s'attendaient à trouver des systèmes planétaires similaires aux nôtres, des planètes rocheuses à l'intérieur, des géantes gazeuses à l'extérieur, dans des orbites à peu près circulaires. Mais la réalité s'est avérée beaucoup plus surprenante. Nous avons trouvé des Jupiters chauds, des super-Terres, des mini-Neptunes, des planètes sur des orbites extrêmement elliptiques, des systèmes où les planètes orbitent dans des plans différents, voire dans des directions opposées. Notre système solaire, avec son architecture ordonnée et sa disposition apparemment logique, est peut-être l'exception plutôt que la règle. Chaque système planétaire est le produit unique de son histoire particulière. La masse et la composition du disque originel, la présence ou l'absence de compagnons stellaires, le timing des événements clés, les collisions aléatoires, les migrations. C'est un processus profondément stochastique où le hasard joue un rôle immense. Webb a réalisé des observations révolutionnaires de disques protoplanétaires. Dans la nébuleuse d'Orion, Webb a imagé des dizaines de proplides, ces petits disques de gaz et de poussière qui entourent les jeunes étoiles. Certains de ces disques sont en train d'être érodés par la radiation intense des étoiles massives du trapèze, le groupe d'étoiles brillantes au cœur de la nébuleuse. Le disque D203-506, par exemple, est un petit disque qui est activement en train d'être détruit par le rayonnement ultraviolet d'une étoile massive voisine. Webb a montré que ce disque perd sa masse à un rythme alarmant et les planètes qui auraient pu s'y former n'auront peut-être jamais l'occasion de voir le jour. C'est un rappel que l'environnement joue un rôle crucial dans la formation planétaire. Toutes les étoiles ne donnent pas naissance à des systèmes planétaires. Certaines naissent dans des quartiers trop dangereux de l'univers. Mais l'observation peut-être la plus extraordinaire de Webb en matière de formation planétaire concerne le système PDS-70. PDS-70 est une jeune étoile d'environ 5 millions d'années, entourée d'un disque protoplanétaire dans lequel deux planètes géantes, PDS-70b et PDS-70c, ont été détectées. Ce sont les premières planètes jamais observées directement en train de se former dans un disque. Avec Webb, les astronomes ont pu analyser ces planètes en détail, mesurant leur température, estimant leur masse et cherchant des signes de leur processus d'accrétion. PDS-70c en particulier semble être entouré d'un disque circumplanétaire, un disque de matière en orbite autour de la planète elle-même, dans lequel des lunes pourraient être en train de se former. Nous sommes en train d'observer la formation d'un système de lunes autour d'une planète qui est elle-même en train de se former autour d'une étoile qui est elle-même très jeune. C'est comme des poupées russes cosmiques, des processus imbriqués les uns dans les autres, tous se déroulant simultanément. Webb a aussi observé le disque autour de HL Tauri, un système très jeune d'environ 1 million d'années, et celui d'AU Microscopie, une étoile naine rouge proche de la Terre. Chaque disque raconte une histoire différente, avec des structures différentes, des compositions chimiques différentes et des signes différents de formation planétaire. Et grâce à la capacité spectroscopique de Webb, les astronomes ne se contentent pas de regarder ces disques. Ils les analysent chimiquement, identifiant les molécules présentes et déduisant les conditions physiques qui y règnent. Et c'est ici
que nous arrivons à l'une des découvertes les plus profondes et les plus émouvantes de Webb, les ingrédients de la vie. Parce que dans ces disques protoplanétaires, Webb a détecté de la vapeur d'eau. Il a détecté du dioxyde de carbone. Il a détecté des molécules organiques complexes, des hydrocarbures aromatiques polycycliques et d'autres composés à base de carbone. Les briques fondamentales de la vie telle que nous la connaissons sont présentes dans les disques où les planètes se forment, bien avant que ces planètes n'existent. La chimie de la vie ne commence pas sur une planète formée. Elle commence dans le nuage moléculaire, elle se poursuit dans le disque protoplanétaire et elle est incorporée dans les planètes au moment de leur formation. L'eau de nos océans, les molécules organiques qui ont donné naissance à la première cellule vivante sur Terre, tout cela était présent dans le disque protoplanétaire qui entourait notre jeune Soleil il y a 4,6 milliards d'années. Nous ne sommes pas seulement faits de poussière d'étoiles, nous sommes faits de la chimie des nuages moléculaires, de la glace des grains de poussière, des molécules organiques des disques protoplanétaires. Notre origine est profondément cosmique, enracinée dans les processus mêmes que Webb observe aujourd'hui. Prenons maintenant le temps d'explorer en détail les découvertes les plus marquantes de Webb en matière de naissance stellaire. Chacune de ces découvertes est une pièce d'un puzzle immense, et ensemble, elles dessinent un portrait de la formation stellaire plus riche, plus détaillé et plus surprenant que tout ce que nous avions imaginé. Commençons par les falaises cosmiques de la Carène. Cette image, l'une des toutes premières publiées par Webb en juillet 2022, a fait le tour du monde et a immédiatement capturé l'imagination de millions de personnes. Ce que nous voyons, c'est le bord d'une immense cavité de gaz au sein de la nébuleuse de la Carène NGC 3324. Les falaises, ces structures monumentales qui ressemblent à un paysage montagneux éclairé par un coucher de soleil, sont en réalité des colonnes de gaz et de poussière d'environ 7 années-lumière de hauteur. Pour mettre cela en perspective, 7 années-lumière, c'est environ 66 000 milliards de kilomètres. Ces falaises sont sculptées par la radiation ultraviolette intense et les vents stellaires d'étoiles massives et chaudes, situées au-dessus du cadre de l'image. Des étoiles que nous ne voyons pas, mais dont l'influence est partout visible. Mais le plus remarquable dans cette image, ce n'est pas ce que nous voyons en surface. C'est ce que Webb a révélé en profondeur. Grâce à sa vision infrarouge, Webb a pu voir à travers la poussière des falaises et découvrir ce qui se cache derrière. Et ce qu'il a trouvé a stupéfié les astronomes. Des dizaines de jets protostellaires, jamais vus auparavant, émergeant de protétoiles profondément enfouies dans les nuages de poussière. Ces jets sont les signatures de jeunes étoiles en train de naître, cachées derrière le mur de poussière que la lumière visible ne peut pas traverser. Webb a révélé que le bord des falaises est un site de formation stellaire extrêmement actif. La compression du gaz par la radiation des étoiles massives déclenche la formation de nouvelles étoiles le long de ce bord. Dans un magnifique exemple de formation stellaire déclenchée, c'est un portrait saisissant de la naissance et de la sculpture cosmique où les étoiles existantes façonnent l'environnement dans lequel de nouvelles étoiles vont naître. Les piliers de la création constituent peut-être la cible la plus symbolique que Webb a observée. Ces piliers majestueux, situés dans la nébuleuse de l'Aigle M16,
avait été immortalisé par Hubble en 1995 dans une image qui est devenue l'une des plus célèbres de toute l'histoire de l'astronomie. Les piliers sont des colonnes de gaz et de poussière denses, s'étendant sur environ 5 années-lumière, sculptées par la radiation d'étoiles massives proches. Hubble les avait montrés comme des structures majestueuses, mais opaques, mystérieuses, gardant leur secret derrière un voile de poussière. Webb a changé tout cela. Avec sa caméra NIRCam, Webb a pris une image des piliers de la création dans le proche infrarouge, et le résultat est à couper le souffle. Les piliers deviennent semi-transparents. On peut voir à travers eux. Des étoiles brillent à l'intérieur des piliers, des étoiles qui étaient totalement invisibles pour Hubble. Des centaines d'étoiles apparaissent, certaines très jeunes, certaines encore en train de se former. De petits points rouges brillants sont visibles aux extrémités des piliers. Ce sont des protétoiles très jeunes, encore enveloppées dans leur cocon d'accrétion, rayonnant dans l'infrarouge. L'image de Webb montre que les piliers ne sont pas seulement des sculptures cosmiques esthétiques, ce sont des usines à étoiles actives, peuplées de protétoiles à différents stades de développement. Et puis, il y a l'image MIRI des piliers, prise dans l'infrarouge moyen. Si l'image NIRCam est révélatrice, l'image MIRI est presque fantomatique. Dans l'infrarouge moyen, les étoiles jeunes disparaissent presque complètement, et c'est la poussière qui domine. Les piliers apparaissent comme des structures denses et lumineuses sur un fond sombre, leur poussière froide rayonnant faiblement dans l'infrarouge moyen. C'est une perspective complètement différente sur le même objet, révélant la distribution de la matière plutôt que celle de la lumière. Ensemble, les images NIRCam et MIRI de Webb donnent une vision tridimensionnelle et multi-échelle des piliers de la création, une vision qui surpasse de loin tout ce que Hubble avait pu offrir. L'observation de Rho-Ophiuchi par Webb est d'une beauté et d'une intimité particulière. Publiée pour le premier anniversaire de Webb en juillet 2023, cette image montre la plus proche région de formation stellaire de notre Soleil. C'est un portrait intime montrant environ 50 jeunes étoiles, la plupart de masse similaire à celle de notre Soleil ou inférieure. Certaines de ces étoiles sont encore profondément enfouies dans leur enveloppe de gaz et n'apparaissent que comme des ombres sombres sur un fond brillant. D'autres ont déjà émergé et sont entourées de disques de poussière. Des jets spectaculaires de matière jaillissent de certaines étoiles, créant des arcs lumineux dans le gaz environnant. Ce qui rend cette image si émouvante, c'est la conscience que notre propre Soleil, il y a 4,5 milliards d'années, ressemblait exactement à l'une de ces jeunes étoiles. Il était là, quelque part, dans un nuage moléculaire, entouré de son disque de gaz et de poussière, lançant des jets dans l'espace, en train de construire un système planétaire qui allait un jour abriter la vie. Rho-Ophiuchi est un miroir du passé. Quand nous regardons cette image, nous regardons notre propre histoire. Nous voyons ce que notre coin de l'univers ressemblait avant que la Terre n'existe, avant que la Lune ne se forme, avant que les océans ne se remplissent, avant que la première cellule ne s'anime. C'est profondément émouvant. La nébuleuse d'Orion a été observée en détail par Webb dans le cadre de plusieurs programmes d'observation, et les résultats ont été extraordinaires. Webb a capturé des images d'une résolution sans précédent montrant l'intérieur de la nébuleuse, le fameux amas du trapèze avec ses 4 étoiles massives brillantes,
les dizaines de proplites qui entourent les jeunes étoiles, les filaments de gaz sculptés par la radiation et les régions de formation stellaire actives. Mais la découverte la plus inattendue et la plus déconcertante de Webb dans la nébuleuse d'Orion concerne les JUMBO, les Jupiter Mass Binary Objects, littéralement les objets binaires de masse jovienne. Ce sont des paires d'objets de la masse de Jupiter, flottant librement dans la nébuleuse, sans orbiter autour d'aucune étoile. Et ils sont en paires. Deux objets planétaires, liés gravitationnellement l'un à l'autre, dérivant dans l'espace. Personne ne s'attendait à cela. Aucun modèle de formation stellaire ou planétaire ne prédisait l'existence de tels objets. Comment se forment-ils? Sont-ce des planètes qui ont été éjectées de systèmes planétaires en formation et qui se sont retrouvées par hasard en paires? Sont-ce des fragments de nuages moléculaires qui se sont effondrés mais n'avaient pas assez de masse pour devenir des étoiles? Sont-ce quelque chose d'entièrement nouveau, un type d'objet que nous n'avions jamais envisagé? Le débat fait rage dans la communauté astronomique et les JUMBO sont devenus l'un des mystères les plus intrigants de l'astronomie moderne. C'est un parfait exemple de la façon dont Webb ne fait pas que répondre à nos questions. Il en pose de nouvelles. Des questions auxquelles nous ne nous attendions pas. Des questions qui remettent en cause nos modèles et nos certitudes. Et c'est exactement ce que la meilleure science est censée faire. Dans la nébuleuse du Serpent, Webb a fait une autre découverte remarquable. Il a observé un groupe de protétoiles dont les jets bipolaires sont alignés. Normalement, on s'attendrait à ce que les axes de rotation des protétoiles soient orientés aléatoirement et donc que leurs jets pointent dans des directions différentes. Mais dans la nébuleuse du Serpent, Webb a trouvé que plusieurs jets pointent dans la même direction. Cela suggère que les protétoiles qui les alimentent ont des axes de rotation similaires, ce qui implique que le nuage moléculaire, à partir duquel elles se sont formées, avait un champ magnétique à grande échelle ou un mouvement de rotation cohérent qui a imposé une orientation préférentielle aux étoiles en formation. C'est la première preuve directe d'un tel alignement à cette échelle. Et cela nous donne des informations précieuses sur les conditions initiales dans les nuages moléculaires. Et puis, il y a les observations de Webb de la supernova 1987A, les restes de l'étoile qui a explosé en 1987 dans le grand nuage de Magellan. C'est la supernova la plus proche observée à l'ère moderne et elle a été étudiée de manière intensive pendant près de 4 décennies. Webb a révélé des structures inédites dans le reste de la supernova, montrant comment les matériaux éjectés par l'explosion se mêlent au gaz environnant. Et c'est ici que le cercle se ferme. Parce que ces matériaux, enrichis en éléments lourds, fabriqués dans le noyau de l'étoile mourante et dans l'explosion elle-même, vont se disperser dans l'espace interstellaire, se mélanger aux nuages moléculaires, et un jour, dans des millions ou des milliards d'années, être incorporés dans de nouvelles étoiles et de nouvelles planètes. La mort de cette étoile nourrit la naissance de futures étoiles. Le cycle cosmique continue. Si cette exploration du cosmos vous fascine autant qu'elle me fascine, prenez un instant pour appuyer sur le bouton « J'aime ». C'est un petit geste, mais il fait une grande différence. Et dites-moi dans les commentaires, quelle découverte de Webb vous a le plus étonné? Est-ce les falaises cosmiques, les piliers de la création vus en transparence, les mystérieux JUMBO, les jets alignés de la nébuleuse du Serpent? Je suis vraiment curieux de savoir ce qui vous a le plus marqué.
Maintenant, plongeons dans un aspect de Webb que beaucoup de gens négligent, mais qui est peut-être le plus révolutionnaire de tous, sa capacité à analyser la chimie de l'univers. Webb n'est pas seulement un appareil photo cosmique, c'est aussi, et peut-être surtout, un spectromètre extraordinairement puissant. Ces instruments, NIRSpec et MIRI, peuvent décomposer la lumière infrarouge en ses composantes spectrales avec une précision remarquable. Et chaque molécule, chaque atome, laisse une empreinte unique dans le spectre infrarouge, comme une signature, un code-barre chimique. En analysant ces signatures, les astronomes peuvent déterminer exactement quelles molécules sont présentes dans un objet observé, en quelle quantité et à quelle température. Webb a utilisé cette capacité pour réaliser un véritable inventaire chimique des régions de formation stellaire. Et les résultats sont fascinants. Dans les nuages moléculaires froids, Webb a détecté de l'eau sous forme de glace, recouvrant les grains de poussière comme une fine couche de givre. Il a trouvé du dioxyde de carbone gelé, du monoxyde de carbone gelé, de l'ammoniac, du méthane, du méthanol. Tous ces composés sont figés dans les glaces qui enrobent les grains de poussière, attendant le moment où la chaleur d'une étoile en formation les libérera. Le programme Ice Age de Webb est l'un des programmes d'observation les plus ambitieux consacrés à l'étude de ces glaces interstellaires. En observant la lumière d'étoiles lointaines à travers des nuages moléculaires, les astronomes peuvent mesurer l'absorption causée par les glaces qui se trouvent sur le chemin. Chaque type de glace absorbe la lumière infrarouge à des longueurs d'onde spécifiques, ce qui permet de les identifier et de mesurer leur abondance. Webb a révélé que les glaces interstellaires sont beaucoup plus complexes et plus variées que ce que l'on pensait. Il a détecté non seulement les glaces simples comme l'eau et le CO2, mais aussi des molécules organiques plus complexes, piégées dans ces glaces. Ces glaces sont les réservoirs de matière à partir desquels les planètes seront construites. Quand une étoile commence à se former et à chauffer son environnement, ces glaces s'évaporent, libérant leurs molécules dans le gaz du disque protoplanétaire. Ces molécules sont ensuite incorporées dans les planétésimaux, puis dans les planètes. C'est un chemin direct depuis les glaces interstellaires jusqu'aux océans des planètes. Et parlant d'eau, l'une des découvertes les plus remarquables de Webb est la détection de vapeur d'eau dans des disques protoplanétaires. Webb a tracé la présence de l'eau à chaque étape du processus de formation stellaire et planétaire, dans les nuages moléculaires, dans les enveloppes des protétoiles, dans les disques protoplanétaires et même dans les atmosphères d'exoplanètes. L'eau est omniprésente. Elle est présente partout où l'on regarde. Et cela a des implications profondes pour la question de savoir si l'eau liquide, et donc potentiellement la vie, est commune dans l'univers. Les données de Webb suggèrent fortement que l'eau est un ingrédient standard dans la recette cosmique de la formation planétaire. Si notre Terre a des océans, ce n'est pas un accident rare et improbable. C'est une conséquence naturelle et probablement commune du processus de formation des planètes. Et les molécules organiques, les molécules à base de carbone, qui sont les briques fondamentales de la biochimie terrestre, sont également omniprésentes. Webb a détecté des hydrocarbures aromatiques polycycliques, ou PAH, dans de nombreuses régions de formation stellaire. Il a trouvé des composés organiques complexes dans les glaces interstellaires. Certaines de ces molécules sont des précurseurs d'acides aminés, les briques de construction des protéines. La chimie de la vie ne commence pas sur une planète habitable. Elle commence dans les nuages interstellaires
des millions d'années avant que la première planète ne se forme. L'univers est un laboratoire chimique géant et il fabrique les ingrédients de la vie à une échelle industrielle cosmique. Changeons maintenant de perspective et remontons le temps, bien au-delà de la formation de notre Soleil, jusqu'aux tout premiers instants de l'univers. Parce que pour vraiment comprendre la formation stellaire, il faut comprendre comment elle a évolué au cours de l'histoire cosmique. Et Webb, avec sa capacité à voir des objets incroyablement lointains et donc incroyablement anciens, nous donne une fenêtre unique sur cette évolution. Après le Big Bang, il y a environ 13 milliards 800 millions d'années, l'univers était un lieu très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y avait pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de planètes, juste un plasma chaud et dense d'hydrogène, d'hélium et de minuscules traces de lithium, les seuls éléments produits par le Big Bang. Pas de carbone, pas d'oxygène, pas de fer, pas de silicium. Aucun des éléments lourds qui composent les planètes rocheuses et les êtres vivants. L'univers était chimiquement primitif, un lieu de simplicité élémentaire. Pendant les premières centaines de millions d'années, l'univers était plongé dans l'obscurité. C'est ce que les astronomes appellent les âges sombres cosmiques. Il n'y avait pas de source de lumière, juste du gaz froid et sombre, s'étendant dans toutes les directions. Mais lentement, inexorablement, la gravité a commencé son travail. Les minuscules fluctuations de densité laissées par le Big Bang ont servi de graines. Les régions légèrement plus denses que la moyenne ont attiré le gaz environnant, devenant encore plus dense. Petit à petit, des structures ont émergé, des filaments de gaz, des halos sombres, des concentrations de matière. Et au cœur de ces concentrations, les premières étoiles ont commencé à se former. Ces premières étoiles, que les astronomes appellent les étoiles de population 3, étaient radicalement différentes des étoiles que nous voyons aujourd'hui. Faites uniquement d'hydrogène et d'hélium, sans aucun élément lourd, sans poussière. Elles se sont formées dans des conditions très différentes de celles des étoiles modernes. L'absence de poussière et de molécules complexes signifie que le refroidissement du gaz était beaucoup moins efficace et les nuages devaient être beaucoup plus massifs pour pouvoir s'effondrer. En conséquence, les premières étoiles étaient probablement extrêmement massives, peut-être 100 fois, voire 1000 fois la masse de notre Soleil. Des monstres cosmiques d'une luminosité éblouissante, des millions de fois plus brillants que notre Soleil. Mais leur vie était brève. En quelques millions d'années, elles avaient épuisé leur carburant et explosé en supernovas titanesques, les premières explosions de l'univers. Et ces premières supernovas ont changé l'univers pour toujours. En explosant, les premières étoiles ont dispersé dans l'espace les éléments lourds qu'elles avaient fabriqués par fusion nucléaire dans leur noyau. Du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer. Pour la première fois dans l'histoire cosmique, des éléments autres que l'hydrogène, l'hélium et le lithium existaient. Le gaz de l'univers a commencé à s'enrichir en éléments lourds, un processus que les astronomes appellent l'enrichissement chimique ou l'augmentation de la métallicité. Et cet enrichissement a profondément changé la façon dont les étoiles se forment.